Chers amis auditeurs et téléspectateurs de Radio Liberté et de TV Liberté, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission Synthèse. Synthèse avec d'abord notre ami et complice Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Philippe qui a suivi l'actualité. Le professeur Delaubier, Pierre Delaubier, qui va nous rejoindre. Il a été un petit peu retardé dans le métro, mais il arrive, soyez rassurés. Il va bientôt être des nôtres et nous aurons évidemment droit à sa chronique, son abominable histoire de France que l'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt toutes les semaines. Voilà. Et puis nous avons bien sûr un invité. Alors je dois préciser, comme c'est parfois le cas, que cette émission est préenregistrée. Donc il y aura une petite semaine de décalage entre sa diffusion et son enregistrement. Mais c'est pas très grave parce que nous allons parler histoire. Alors, oui, ce qui s'est passé dans la Rome antique, peut-être il y a des chances qu'on ait des nouveautés d'ici la semaine prochaine. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés tous les jours, c'est vrai. L'histoire, régulièrement. Des scoops tous les jours. Alors, cet invité, eh bien, c'est Guillaume Fiquet. Bonjour Guillaume. Bonjour Roland. Guillaume Fiquet est un vieux complice, si je puis dire, dans la radio, puisque nous avons fait pendant des années une émission ensemble avec Martial Bild, avec le professeur sur Radio Courtoisie, et j'ai d'excellents souvenirs de ces bons moments où on a passé à faire cette émission. Voilà. Et alors donc nous nous retrouvons, parce qu'on finit toujours, on prend les mêmes et puis on recommence, finalement. Donc on vous retrouve aujourd'hui parce que vous êtes parmi les initiateurs d'un projet audacieux qui a été celui de reprendre l'idée, en somme, dites-moi si je me trompe, mais de la regrettée nouvelle revue d'histoire. Il s'agissait surtout de combler un vide. De combler un vide. De combler un vide, si vous voulez. Donc moi, je n'ai pas la prétention d'être Dominique Vénère, donc de refaire la nouvelle revue de l'histoire, mais tout simplement de combler un vide en faisant appel, bien évidemment, à des contributeurs de la NRH, mais aussi de nouvelles personnalités, puis des petits jeunes qui sont aujourd'hui talentueux, qui sont à l'université. Alors ce projet, cette réalité, parce que maintenant c'est une réalité, puisque le deuxième numéro vient de sortir, ça s'appelle la Revue d'Histoire Européenne. Ça ressemble d'ailleurs très bien, ça ressemble beaucoup à la nouvelle Revue d'Histoire, ne serait-ce que dans la présentation de cette revue. Le logo est même, inspiré un petit peu effectivement du logo. C'est ce qu'on appelle un clin d'œil. Un clin d'œil, voilà, parce que sinon on est un peu plus coloré quand même. Et puis ça habitue un peu les lecteurs, mais c'est vraiment c'est le deuxième numéro, et c'est vraiment une revue qui est passionnante, et vraiment j'incite tous nos auditeurs et téléspectateurs à se la procurer, à la lire, et c'est pas difficile d'ailleurs pour se la procurer parce qu'elle est diffusée dans tous les kiosques, on la trouve assez facilement. Et puis sinon vous pouvez vous abonner. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre contact. Et il y a sûrement un site internet. Alors il y a un site internet qui est le site de la librairie de l'éditeur Roland. Si vous permettez, je vais prendre parce que je connais pas l'adresse par cœur. C'est librairie du collectionneur, donc librairie-du collectionneur en un seul mot.com. Et là, vous trouverez toutes les informations. D'accord. Et puis alors, il y a aussi un élément important dans cette revue d'histoire européenne, c'est que vous pourrez aussi retrouver justement l'abominable histoire de France de notre ami, le professeur Pierre Delaubier. En dernière page, si vous voulez, faire un petit clin d'œil, une chronique alors, comme il n'est pas encore arrivé, on va dire du bien de lui, parce que quand il est là, on aime bien le taquiner un petit peu, on va dire du bien de lui. C'est vrai que sa chronique qui existe maintenant depuis... on va dire ce qu'on pense. Oui, on va dire ce qu'on pense. Quand il est là, c'est le contraire. Oui, non mais quand on va dire du bien, parce qu'on en pense du bien. Mais il n'écoute pas pour l'instant. Il n'écoute pas, là il est dans le métro, il ne peut pas écouter encore. Et donc c'est une chronique qu'il anime maintenant depuis presque 3 ans, puisque ça fait maintenant 3 ans que notre émission existe. Et c'est toujours aussi passionnant, il y a toujours beaucoup de choses. Alors, voilà, dans cette on retrouvera pas forcément toutes les chroniques parce que nous sommes un trimestriel, donc c'est 4. Oui, bien sûr. 4 par an. Vous passez tous les 4 siècles en fait. Je vais demander de faire une sélection, si vous voulez, de ce qui paraissait le plus intéressant. Alors donc dans ce numéro, bon, on va pas on va d'abord parler de votre revue, on parlera histoire après parce qu'il ne fait pas encore partie de l'histoire puisqu'il parle de l'histoire. Donc, alors vous avez en particulier, donc vous traitez quand le monde était Rome. Quelle idée vous avez eu de prendre ce titre, il suffit de regarder... Parce que tous les chemins mènent à Rome. Déjà, il suffit surtout de regarder une carte du monde
à partir de Rome, on estime donc que ça a été fondé 753 avant Jésus-Christ et jusqu'en 450 grosso modo. 450. Là, je vais me faire discuter par nos éminents romanistes. Oui. Et disons qu'en gros, c'est un peu plus de 1000 ans. Rome de domination du monde connu, domination du monde occidental, débordant sur les berges de l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Angleterre, jusqu'aux frontières de l'Inde quasiment. Donc là, on peut dire vraiment qu'à l'époque, le monde connu était Rome. Puis peut-être qu'on se sent plus directement héritier de la civilisation romaine ou de la civilisation grecque précédemment, que de la civilisation égyptienne ou d'autres civilisations la civilisation plus anciennes égyptienne, et plus je m'en sens lointaines. pas vraiment héritier, j'ai pas construit de pyramide dans mon jardin, alors que la langue que je parle est directement héritée du latin. Et puis, il faut bien dire que Rome, avec effectivement la civilisation grecque et la civilisation judéo-chrétienne, a façonné notre manière de voir le monde, d'appréhender le monde. Donc c'est une composante essentielle de nos racines. Surtout quand Jules César est venu nous rendre visite. Surtout. Alors, on va juste faire une petite interruption dans cette description ô combien passionnante de la revue d'histoire européenne, parce que, comme c'est de tradition, eh bien, en début d'émission, nous avons la chronique de Philippe Randa. Donc, Philippe Randa qui a suivi l'actualité, avec un peu de différé, bien sûr, mais votre chronique n'en demeure pas moins aussi passionnante, mon cher Philippe. Allez, j'espère. On n'en doute pas. Dominique Fiquet, vous connaissez Greta Thunberg? Guillaume Fiquet d'abord. Guillaume Fiquet, qu'est-ce que j'ai dit? Dominique. Ah, mais c'est le Guillaume, prénom de ma désolé, mère, vous allez voilà. me dire. Donc Guillaume Fiquet. Je connais Greta Désolé. Thunberg, bien évidemment. C'est le J'ai son Bon. poster, j'ai son portrait dans Voilà. mon salon. bien Alors évidemment. là, Son numéro de je téléphone, vais non. vous chagriner parce Allez-y. que je vais vous parler de quelqu'un qui l'aime pas beaucoup, qui est sa rivale, mais rivale pour le contraire de ce qu'elle prône. C'est Naomi Sept, une nouvelle sorcière à bien aimer. Ah, les filles, Greta Thunberg avait été propulsée sur le devant de la scène climato-apocalyptique. Les climato-sceptiques, ceux qui doutent de la réalité de l'impact humain sur les humeurs du climat, répliquent à leur tour avec leur propre championne, Naomi Sept, une blonde allemande de 19 printemps. Elle est superbe. YouTubeuse, elle vient d'être recrutée par le Heartland Institute, un think tank américain aux positions nettement politiquement incorrectes. Naomi Sept travaillera sur la communication d'un message réaliste sur le changement climatique à sa génération en Europe et aux États-Unis. Cette génération a pataugé dans le catastrophisme stérile toute sa vie. C'est dit. On se doute que les médias mainstream ne l'apprécient guère, comme en témoigne un assez fielleux article du Monde qui fait remarquer qu'avant de figurer dans la presse mondiale, la jeune femme était globalement inconnue du grand public, même en Allemagne. Avec 58 000 abonnés et moins de 100 000 vues sur la plupart de ses vidéos, sa chaîne YouTube est loin d'être un succès d'audience. Voire. Car la lutte contre les talibans de la pensée unique sur le réchauffement climatique n'est pas son seul cheval de bataille. Naomi Sept défend avec conviction la liberté d'expression, craignant que son pays ne replonge tôt ou tard dans la dictature communiste. Elle s'en prend également aux méfaits de l'immigration, assume sa fierté d'être allemande et assure qu'on peut être forte sans être féministe. De quoi largement la faire vouer aux gémonies de la bien-pensance. Mais, autre crime impardonnable s'il en est, elle ne se gêne pas non plus pour dénoncer avec virulence les manipulations des médias, accusés de tromper volontairement le grand public. Naomi Sept, comme un double maléfique de Greta Thunberg, la brocarde donc France Info. Une sorcière, quoi. Oui, mais qu'on ne peut tout de même s'empêcher d'aimer, pardon. Oui, mais qu'on ne peut tout de même s'empêcher d'aimer, Vous êtes et troublé, même de là. bien aimer, non. Eh bien voilà, écoutez, grâce à vous, Désolé d'avoir vous fourché. contribuez à faire connaître cette jeune Allemande blonde. Rappelez-nous son nom. Naomi Sept. Naomi Sept. S-E-I-B-T. Naomi Sept. Elle sera peut-être un jour dans l'histoire. Peut-être. Peut-être. Et puis avant d'être connu, les gens connus étaient inconnus. Non, mais ce qui Donc, c'est pas est très grave. hallucinant surtout, c'est que de la façon dont l'ensemble des médias se moquent d'une audience moindre que Greta Thunberg, mais qui fait l'audience de Greta Thunberg? Sinon, c'est Sinon, les les médias médias, mainstream bien sûr. qui sont unanimement à la pousser en avant. Alors, Greta Je crois qu'il y a eu un excellent numéro de la revue Synthèse Tout à fait, Nationale le sur précédent. l'imposture Greta Thunberg. L'effroyable imposture L'effroyable. Greta Le Thunberg. problème de Greta Thunberg, je pense, c'est qu'elle brouille le débat surtout.
elle le clive complètement. Elle empêche un vrai débat qui devrait être un débat scientifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut, Et d'ailleurs. non pas un débat il est idéologique. tellement manipulé que cette pauvre fille, fortement handicapée en plus, est manipulée par ses parents et par toute une équipe autour d'elle. C'est effroyable. Parler de la voix de la jeunesse À partir du moment où on dit que le réchauffement climatique est dû au patriarcat néocolonialiste blanc, Oui. on a tout dit, si vous voulez, ça perd toute Hétérosexuel. crédibilité. Et hétérosexuel. Oui, bien sûr. Et donc évidemment, écoutez, c'est bien qu'il y a quand même... Alors là, je vais cette jeune m'adresser femme. au directeur de la rédaction de la nouvelle revue, non, de la revue d'histoire européenne, pardon. Décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est cette Alors, chronique sur... Monsieur le directeur, vous pensez que Greta Thunberg va rester, elle, dans l'histoire? Ou comme un pseudo-événement? Je ne sais pas, à vrai dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire... on est tellement dans l'instantanéité... On se demande bien qui va pouvoir rester, si vous voulez. Non, je pense que on ne peut pas dire que ce soit un feu de paille médiatique, mais non, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle reste dans l'histoire. Il y a tellement de gloire éphémère. Oui. Il y a tellement de gloire éphémère. Alors, si vous permettez... Revenons à la vraie histoire. Revenons à la vraie histoire, c'est-à-dire celle que l'on trouve dans la revue d'histoire européenne, donc qui vient de sortir son numéro 2. Le numéro 1, d'ailleurs, était consacré à un thème intéressant, c'est le mur de Berlin, le mur de la honte, et la chute du mur de Berlin. Berlin. Nous sommes calés sur l'actualité, si vous Oui, voulez, tout parce à que fait, le premier numéro est sorti en novembre 2019, Ouais. et nous étions donc 30 ans c'était après. les 30 ans de la chute du mur de Berlin, en novembre 1989. Et vous avez fait un dossier sur la DDR. Là, On a fait un dossier, en RDA. gros, si vous voulez, sur le mur de Berlin lui-même, mais en étendant légèrement sur la DDR et le bloc de l'Est. Alors, dans ce nouveau numéro, bon, parce que tout se suit, vous avez une interview de Stéphane Courtois. Oui, Alors, que nous voulions pour le premier numéro, et qui est sorti sur le numéro 2. malheureusement, on n'a Ah pas bien. pu avoir Stéphane Courtois. Il faut savoir à temps. attendre, parfois. Donc, nous nous sommes courus après, si vous voulez. Les Ouais. agendas étaient difficiles à concilier, mais voilà. Stéphane Courtois, pour ceux qui ne le savent pas, est un spécialiste du communisme. Qui a Spécialiste écrit, du communisme, et c'est surtout l'auteur de livre. l'énorme pavé, le livre noir du communisme, et- paru, je crois, il y a une vingtaine d'années. Oui, il y a une vingtaine d'années, déjà, ouais, oui, c'est ça. Ouais. qui a été une véritable bombe historique, et un livre qui, lui, restera dans l'histoire. Ouais. Je crois qu'à part les derniers dinosaures communistes, plus personne aujourd'hui ne peut faire abstraction du bain de sang qu'a été le communisme. Oui, ça me paraît évident. Donc, à part effectivement Et le livre de Stéphane Courtois y a contribué. Et il y a contribué, bien évidemment. Ça a été véritablement une révélation pour ceux qui soit se cachaient les yeux, soit Alors, ne voulaient pas il y savoir. avait eu auparavant, il faut le rappeler quand même, parce que c'est très bien le livre de Stéphane Courtois et dont on ne peut que s'en féliciter, mais il y avait eu 15 ou 20 ans auparavant l'histoire secrète du Parti communiste de Roland Gaucher, que vous avez... Oui, et puis vous aviez qui a eu été même des aussi livres un d'avant-guerre. qui a fait beaucoup de bruit, et puis Il y a avant-guerre, eu bien sûr. énormément de livres qui ont Communisme. dénoncé les crimes du communisme, ne serait-ce que ceux de Solzhenitsyn, le Oui, premier. bien sûr, bien Voilà, sûr. et puis les livres d'avant-guerre, Le Voyage à Moscou, là, le nom de l'auteur m'échappe. Les auditeurs Henri me pardonneront. Béraud. Henri Béraud. Henri Béraud, Ouais. un autre également, je ne sais plus lequel. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous voulez, c'est que ce livre-là, et puis en plus... Mais ça a mis une sorte de point final Voilà, c'est ça. au C'est fait que le vraiment... gros pavé final, si était, vous voulez. Et tout surtout n'est que jamais dit en histoire, mais là, Stéphane c'est une Courtois date étant qui est lui-même en marquée. plus un ancien communiste, enfin un ancien gauchiste, plutôt Oui, ancien oui. maoïste, ça donnait un peu plus de poids à Puisqu'on parle ouvrage. à l'occasion de la parution de de la publication de cette interview de Stéphane Courtois, c'est important de rappeler quand même que dans l'histoire, rien n'est défini finalement. Vous savez, pour évidemment les moins de 40 ans s'en souviennent certainement pas, mais parfois on dit il n'y a plus rien à faire, tout est foutu, de toute façon rien ne changera, et patati et patata. Et dans les années 70, qui pensait que le mur de Berlin allait tomber un jour? Personne n'y croyait, ou peu de gens y croyaient en tout cas. Tout le monde était Et surpris, il y avait bien les sûr premiers intéressés. il y avait bien sûr d'héroïques militants anticommunistes et généralement nationalistes que l'on peut saluer, mais à part
mars-là, tout le monde pensait que c'était un fait établi. Or, force est de reconnaître qu'en début novembre 1989, eh bien, il y a eu cet événement qui a considérablement, en bien ou en mal, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas qui a considérablement modifié l'histoire. Je rappelle souvent aux moins de 40 ans donc, oui. Que nous avons passé, notamment nous trois, je pense, toute notre enfance, notre adolescence et une partie de notre vie de jeune homme en étant persuadé, en combattant le communisme d'une part, mais même pour ceux qui ne combattaient pas, en étant persuadé que la menace communiste de l'Est, la guerre allait se faire avec l'Est, avec le bloc de l'Est. D'ailleurs, on n'était pas spécialement angoissés. Je dirais peut-être on était même moins angoissés que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui avec leurs problèmes d'aujourd'hui. Mais c'était une évidence pour nous de vivre avec ça. Bon, et cette menace n'est jamais arrivée, heureusement, mais c'était pour nous une évidence. Voilà, je crois que c'était le mot. Oui, mais d'autres dangers, évidemment, ont surgi à la suite de cette chute du mur de Berlin. Et ça, évidemment, nous ne pouvons que le constater et parfois le regretter aussi. Mais c'est comme ça, voilà. Alors, on va pas faire le procès du communisme ou du post-communisme, mais... toujours faire le procès du communisme. On peut toujours faire le procès du communisme. C'est jamais malvenu. Voilà. Mais il faut dire que ce qu'explique Stéphane Courtois dans l'interview, c'est que le communisme n'est pas mort. Il suffit de voir la Chine aujourd'hui. Finalement, on assiste à non pas une résurgence, parce qu'il a pas vraiment jamais disparu, mais à un durcissement. On a aujourd'hui un communisme, je dirais, 2.0, auquel même Staline n'aurait pas osé le rêver. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une société chinoise qui est totalement fliquée, avec des caméras dans les grandes villes, des caméras partout. L'addiction des Chinois aux nouvelles technologies est telle que, par exemple, aujourd'hui en Chine, et à certains coins, vous êtes filmé donc par des caméras, vous avez des systèmes de reconnaissance faciale. Je simplifie, mais vous sortez, vous traversez la rue en dehors des clous, poum, vous allez recevoir sur votre téléphone portable votre contravention. Directement, parce qu'on vous aura reconnu grâce à la caméra. Et on parle même... Maintenant, il y a des logiciels qui rentrent à l'intérieur des maisons pour... alors, je ne sais pas jusqu'où ils vont dans ce qu'ils peuvent voir, entendre, mais ils le font avec des drones. Mais ça doit être... oui, tout doit être possible. Je ne sais pas si c'est déjà en place, mais en tout cas, ils sont déjà en train de faire les expériences pour voir si ça peut fonctionner. De façon à tout surveiller, et vous avez, de la même façon, on pourrait avoir, c'est envisagé déjà là-bas, une sorte de permis de citoyen à points, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va vous enlever des points. Pas mal, ça. Et au fur et à mesure que vous perdez vos points, vous perdez vos droits. Déjà, qui ne sont pas beaucoup, vous perdez vos droits. Mais bon, ce qui est intéressant surtout, c'est le fait de la façon dont la société entière est surveillée. Si vous voulez. Donc, et tout ça avec derrière un régime communiste qui n'a pas varié d'un iota en termes d'idéologie, même s'il y a un vernis, je dirais, capitaliste. C'est-à-dire, c'est la version moderne et adaptée. Le totalitarisme qui n'a pas changé. Les buts en eux-mêmes, notamment économiques, sont complètement différents. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une société fermée, ils se sont ouverts sur le monde. C'est un capitalisme d'État, si vous voulez. Mais ça reste une dictature. Ça reste une dictature. On voit les exemples, je ne sais plus, il y a quelques années, je crois que c'est sur l'aéroport de Toulouse, d'hommes d'affaires chinois qui allaient racheter l'aéroport de Toulouse, et puis d'un coup, ils ont disparu. C'est pas où ils sont passés. Voilà. Ils ne sont jamais revenus. Vous connaissiez le vieux principe du communisme. Allez-y, il y en a derrière chaque citoyen, il fallait mettre un milicien. Et tous les 15 jours, on permutait. C'est-à-dire qu'en fait, le milicien devenait citoyen, et le citoyen devenait milicien. Et pendant ces 15 jours, ils passaient leur temps à se venger des 15 jours précédents. Et comme ça, tu tiens le pays. Comme ça, c'est formidable. Donc voilà, maintenant, il y a les drones, il y a la reconnaissance faciale, il y a tout ça. Il n'y a même plus besoin ni de milicien, ni de citoyen, d'ailleurs. Il faudrait que vous fassiez un jour une chronique sur il y a une série télévisée qui s'appelle Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je regarde pas. Je connais deux noms. Mais regardez-la, parce que c'est assez effrayant. Et lorsque vous parlez de drones et de surveillance des populations et de l'influence des réseaux sociaux, mais entièrement contrôlés, c'est assez... Alors, est-ce que c'est visionnaire? Est-ce que c'est prophétique? Je ne sais pas, mais essayez de la regarder. Vous m'en direz des nouvelles. On n'ira jamais aussi loin que ce film dont le nom m'échappe, comme ça je ne vais pas l'écorcher, où effectivement on pouvait prévoir les crimes
à venir. C'est Minority Report. Minority Report, voilà. C'est un film de Spielberg, je crois. Un excellent film où effectivement les gens étaient arrêtés avant d'avoir même eu l'idée de commettre le meurtre. Mais c'était un meurtre qu'ils allaient effectivement commettre, être amenés à commettre. Eux-mêmes ne le savaient pas d'ailleurs. Voilà, Black Mirror, c'est un peu dans le même esprit, mais en pire. Ce qui compte, ce ne sont pas les faits, ce sont les intentions. Voilà. Alors, revenons un petit peu à la revue d'histoire européenne, puisque c'est quand même le thème de notre émission d'aujourd'hui. Donc, cette interview remarquable de Stéphane Courtois, donc, et on retrouve aussi des gens bien connus, des téléspectateurs de TV Liberté, puisqu'évidemment, Philippe Conrad qui nous fait l'honneur de signer une tribune. Et c'est le cas dans le dernier numéro aussi. Dans le premier numéro, dans ce dernier numéro, dans le troisième numéro, il nous fait un article dans le dossier principal dont nous parlons tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et donc, Philippe Conrad, tout le monde le connaît, tout le monde suit son émission, ne le présente plus, et tout cela est toujours passionnant. Et si on continue, donc alors tout va sur Rome, tout est sur Rome. Alors on a un dossier d'une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, 25 pages sur Rome. Le journal est organisé comme ça, si vous voulez. Nous avons un dossier central, et après ce dossier central, 2 ou 3 articles sur des sujets divers et variés hors du dossier, et d'une manière fixe, d'une manière récurrente, des rubriques. Donc une rubrique actualité, il y aura une rubrique sur un lieu, la mémoire d'un lieu, un interview, un portrait d'un personnage historique. Il y a aussi l'analyse d'un tableau, une bataille aussi, l'autopsie d'une bataille. Donc ce qui permet au lecteur, si vous voulez, de retrouver régulièrement des rubriques habituelles dans lesquelles il va se repérer, puis un dossier. Alors moi, à la lecture des 2 premiers numéros, il y a une chose m'a frappé. Dites-moi. On n'y est plus beaucoup habitué, et moi, j'avoue que j'ai apprécié. Il y a des illustrations, de belles illustrations, pas de problème, mais il y a aussi beaucoup de textes. Et ça change un peu des revues des magazines d'aujourd'hui, où la place de la photo, de l'illustration est prépondérante, et le texte est réduit à sa portion congrue. Et en fait, on apprend quand même beaucoup plus en lisant qu'en regardant, même si les deux sont indispensables. Non, mais je pense que notre public est un public... je dirais d'amateurs d'histoire avertis, voire érudits. Nos contributeurs sont pour l'instant souvent des universitaires, des gens de talent qui font autorité dans leur spécialité, dans leur milieu. Tout en restant accessible. Donc, là, pour l'instant, j'y vais dans les compliments. Je on vulgarise, mais pas trop. C'est-à-dire que tout le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, peut lire, mais ce sont des articles qui sont... Vous voyez, ce qui fait très souvent la différence entre un article totalement vulgarisé et un article que vous allez pouvoir trouver dans la revue d'histoire européenne, ce sont des articles sourcés. C'est-à-dire que vous avez des notes, vous avez des notes de bas de page. Ça vous renvoie à des références. Et effectivement, il y a une grosse majorité de textes. Alors ça va peut-être à l'encontre aujourd'hui, je dirais, de ce qui se fait en maquette dans la presse, où les gens sont habitués parce qu'ils ont en permanence leur smartphone ou leur ordinateur. Il faut toujours aller à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Déjà, oui, ça me paraît plutôt pas mal. Et puis ça permet Philippe l'a fait remarquer, finalement le texte attire le regard plus que... Moi je sais que ça m'a interpellé, je dis tiens, pour une fois... Oui, parce que quand on voit certains magazines d'histoire où il n'y a plus de texte, il n'y a plus que des images, et vos yeux sautent d'une page à l'autre sans finalement rien retenir. C'est un journal que l'on lit. On ne se contente pas de le poser sur sa table basse. Et ce d'autant plus que, en le lisant et en avançant dans les pages, on se rend compte, mon cher Guillaume, que vous vous réservez quand même une part pas inintéressante, puisque vous avez fait une interview de Virginie Giraud sur Rome, les femmes et le sexe. Alors Virginie Giraud est une jeune femme qui fait effectivement autorité en la matière. Elle a déjà publié une biographie de Théodora, une biographie d'Agrippine, et puis un livre, donc le sujet les femmes et le sexe à Rome, qui est un sujet assez intéressant parce qu'on a toujours l'image de cette Rome antique totalement décadente. Où finalement les gens passaient leur temps à faire des orgies avec des esclaves qui leur mettaient des grappes de raisin dans la bouche, et puis tout le monde vivait nu dans des bains et forniquait à qui mieux. Pas du tout.
C'est le paradis. C'est une. Pour les Romains, c'était plutôt une vision de l'enfer, si vous voulez, ce que l'on montre aujourd'hui. La vision, effectivement, a été colportée par le cinéma, par effectivement quelques bandes dessinées. Mais cette vision aussi a été colportée par déjà des auteurs de l'époque, mais finalement qui étaient des auteurs satiriques. Et nous, bien évidemment, nous n'avons retenu que ça. Il suffisait aussi quelques fresques un peu coquines tirées de bordel de Pompéi pour qu'on puisse croire que c'était la réalité de la vie romaine. Alors que non, la société romaine est une société assez prude. Où la nudité, si elle est acceptée, c'est pas plus que la nudité que l'on peut connaître dans des vestiaires, si vous voulez, après un match de rugby, quand les mecs vont prendre leur douche. Mais tout le monde n'était pas à poil totalement mélangé dans les bains publics, si vous voulez. Et que pour le Romain, il y avait une vision de la femme qui était, certains la trouveront rétrograde aujourd'hui, qui finalement, c'est toujours le même principe, c'était la maman ou la putain. Donc vous aviez la mère de famille, mais c'est vrai que le patricien romain, lui, pouvait se détendre un peu plus facilement, soit avec des prostituées, soit avec les esclaves. Alors que pour, si vous voulez, la femme romaine idéale, son hobby, c'était de filer la laine. Ce qui nous renvoie d'ailleurs aux origines très pastorales et agricoles, surtout pastorales de Rome. L'empereur Auguste, lui, qui a donné un petit tour de vis à la société romaine lorsqu'il a accédé au principat, sa femme et sa fille devaient savoir filer la laine. Bon, sa fille s'est plutôt employée à comploter contre lui, en digne fille de son père. Et donc, finalement, on a toujours le sentiment aujourd'hui que c'est la société judéo-chrétienne qui a apporté une certaine pudibonderie dans notre société. Non, finalement, cette pudibonderie, elle a déjà dans la société romaine, dans la société grecque, dans une certaine mesure, existait déjà. La pudibonderie ou simplement une tenue dans la vie en société. Une tenue, bien évidemment, voilà. Oui. Mais cette tenue, si vous voulez, elle est admise à peu près dans toutes les sociétés civilisées. Mais c'est vrai que l'image que l'on a de cette Rome, d'une Rome dévergondée et orgiaque, est totalement loin de la réalité. Que dire de plus sur Rome mais Rome, on pourrait écrire, si vous voulez, écrire des livres entiers, donc on a bien été obligé de choisir certains sujets. Alors, moi, je voulais poser une question. La première question qu'on aurait dû poser, pourquoi la nouvelle revue d'histoire européenne ? Est-ce que tous les autres noms étaient pris ? Il fallait en trouver un original parce que l'Europe est d'actualité. Alors d'abord, c'est pas la nouvelle revue d'histoire européenne, c'est la revue d'histoire européenne. Ah, mais ça, c'est la alors déjà, moi, le terme... Après, vous savez, on fait ce qu'on appelle... des brainstorming, c'est-à-dire qu'on jette, on se réunit autour d'une table et puis on a des papiers, puis on écrit plein de choses. C'est un beau nom d'ailleurs. Donc il y a un nom qui revenait déjà, qui est le mot revue. Le mot revue nous plaisait bien. Ça, c'était acquis. Effectivement, c'était le clin d'œil aussi sûrement à la nouvelle revue d'histoire. Revue d'histoire. Et puis le côté revue, ça donne un côté un peu sérieux, c'est un peu désuet. Un peu désuet, c'est pas magazine, c'est pas journal. Après, il fallait mettre histoire, voilà. Donc la nouvelle revue d'histoire ou la revue d'histoire, ça c'était pas possible si vous voulez pour des questions tout simplement de titres, de possession de titres. On éliminait journal, on éliminait magazine, il fallait placer histoire. Donc voilà, c'est venu... Il reste européen, mais ça ne vous empêche pas de parler de sujets qui ne seraient pas européens, par hasard. Oui, mais vous savez, pareil... en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe, si vous voulez, oui, effectivement, quand on considère l'histoire, on peut dire que l'Europe y a quand même joué un rôle assez essentiel. Et hormis, si vous voulez, l'histoire de la puissance... des puissances asiatiques, de la puissance chinoise ou de la puissance japonaise, on peut dire qu'effectivement, en parlant d'histoire européenne, on peut irriguer à peu près tout le, oui, parce qu'en fait, le monde entier. Peut-être l'Australie en aura un peu mal. Et encore, on peut parler des colons anglais en Australie. Mais donc, la majeure partie de ce qu'on peut considérer comme l'histoire connue
par nos sociétés, en fait, ça concerne surtout le monde européen. Ça concerne le monde européen. Parce que même les États-Unis d'Amérique ont été colonisés par des Européens. Jusqu'à la fin du XVIIIe, on peut parler des États-Unis comme faisant partie du monde européen. Il y a quand même le monde latino-américain. Il y a quand même eu d'autres. Le monde latino-américain. Alors oui, vous avez les grandes civilisations. Les grandes civilisations précolombiennes. Oui. Écoutez, peut-être un jour, je ne sais pas, mais... De toute façon, voilà, je pense qu'on a déjà... Déjà, il y a beaucoup à dire sur l'Europe. On a de quoi faire. Justement, là, on peut se réveiller, lorsqu'on fait un magazine d'histoire, on peut se réveiller tous les matins en se disant « j'ai 10 sujets sur la table », si vous voulez. Voilà. Donc, effectivement, vous avez toutes les grandes civilisations sud-américaines, les civilisations africaines, assyriaques, etc. Et puis, la Chine et l'Extrême-Orient, qui étaient des civilisations importantes et puissantes. Les Chinois peuvent se considérer peut-être comme la première puissance mondiale, mais eux, ils n'ont pas le sentiment d'avoir quitté ce poste peut-être une petite centaine d'années, ce qui n'est rien finalement à l'échelle d'un continent. Et justement, là, vous avez une main tendue, la Venise et l'Empire ottoman. Parce qu'il n'y a pas que des articles sur Rome dans cette revue. Il y a aussi un certain nombre d'articles. J'ai expliqué qu'on avait effectivement, au-delà du dossier, on avait deux, trois articles. Une histoire méditerranéenne, là, vous nous rappelez l'histoire de Venise. C'est passionnant, il y a beaucoup de choses. À cette époque, après la prise de Constantinople, devient, elle, une puissance commerciale importante. Et bien évidemment entretient des rapports commerciaux assez étroits avec l'Empire ottoman qui est son voisin. Donc il y a effectivement il y a en même temps, si vous voulez, une méfiance parce qu'il y a des fortifications, etc. Mais il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre les deux puissances, ce qui est normal. Quand on évoque Venise aujourd'hui, on pense évidemment aux gondoles, au tourisme, à une jolie ville avec des palais. On oublie toujours la puissance. C'est une puissance majeure politique et économique que ça représentait. Bien sûr. Ouais, c'est pas du tout. Et vous abordez, on continue un petit peu à se livrer à l'exégèse de ce numéro, un sujet qui est d'actualité, enfin presque d'actualité, puisque c'était à l'automne dernier. On a eu ce que je qualifie de scandaleuse et de lamentable décision du gouvernement espagnol d'exhumer le général Franco de la vallée de Los Caídos pour le ramener dans un autre cimetière à Madrid plus modeste. Vous abordez ce sujet avec... Ce sujet avec une interview réalisée par Arnaud Imat aussi, que les lecteurs de Feu, la nouvelle revue d'histoire, connaissent. Bien sûr. Qui était donc un interview de l'historien à qui on doit ce livre de l'historien du... José Antonio. Oui, il faut rappeler... Interview de l'historien du monument. Il faut rappeler quand même que ce qu'il y a de plus honteux au fait d'avoir retiré la sépulture du général Franco de ce lieu symbolique, c'est que c'est un lieu que lui-même avait voulu comme un lieu de paix où tous les combattants de la guerre civile d'un camp et de l'autre, républicains et nationalistes, étaient rassemblés sans aucune différence et sans... heureusement que c'est pas nous qui avons fait ça. Avant l'émission, vous avez bien mis vos téléphones sur mode avion. Oui. Oui, et donc c'est quand même... Lui a fait ce lieu de réconciliation dans la mort, mais sans aucune différence politique. Non. Et là, pour des motifs politiques, lui, on le retire de ce lieu. C'est quand même d'une mesquinerie. Ça n'a aucun sens. Alors, il paraît. Et José Antonio qui était enterré là-bas. Il est toujours, mais on compte l'enlever ou pas? Alors, je vais reprendre ce que dit notre. Parce que lui, on peut même pas lui avoir reproché quoi que ce soit dans la dictature entre guillemets du général Franco ensuite. Il paraît qu'effectivement, ils envisagent également. Je relis l'interview. Ils envisagent effectivement de le. Donc c'est devenu de le redéplacer, mais il y a aussi des moines qui sont enterrés là-bas. Qu'est-ce qu'on fait des moines? Est-ce qu'on les déplace? Ils vont laisser que les républicains. Ils vont peut-être exhumer les morts nationalistes. On ne veut pas savoir qui est qui, si vous voulez. En plus, il faut que ces corps-là puissent être réclamés par les familles. On puisse les mettre quelque part après. Bon, Franco, j'ai entre guillemets la chance de pouvoir être accueilli dans la sépulture familiale finalement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces... Ils sont quand même plus de 30 000, on ne va pas dépasser 30 000. Et alors, ce qui est certainement imprévu de la part des autorités actuelles espagnoles, je dis actuelles parce qu'on espère évidemment que tout ça change très rapidement, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'en rapportant
la dépouille du général Franco à Madrid, finalement, le cimetière où il se retrouve, il y a un monde fou qui y va. Oui. Et, ils ont créé un événement. Ils ont si créé vous un voulez. événement, et ils ont créé un regain d'intérêt. Parce que c'est vrai que la grande époque où il y avait des foules immenses à la Vallée de Los Caídos le 20 novembre, avait un peu tendance avec le temps à diminuer. Mais avec cette histoire-là, ils l'ont remis. Et en plus, il n'y a même plus besoin d'aller jusqu'à la Vallée de Los Caídos. Dans le centre, à quelques kilomètres du centre de Madrid, il y a cette. Ils ont fait la même chose avec Charles Maurras en France quand il a voulu retirer son nom de la célébration qui avait eu lieu par le ministère de la Culture. On n'a jamais autant parlé de Charles Maurras en France. Oui, beaucoup de gens ont appris qu'il était Charles Maurras. Si on l'avait laissé dans la liste des gens sélectionnés de la pensée française, personne n'aurait rien dit. Voilà. Oui, mais ces gens, ce sont des sectaires, des gens qui sont... Non, mais il y a une justice immanente, ça se retourne contre eux, finalement. Et finalement, c'est pas plus mal. Et puis Alors, l'heure avance, et puis il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, parlez-nous un petit peu, en quelques mots, du prochain numéro de la de la revue... On dit, de la revue d'histoire européenne. Je crois que ça va vous coller longtemps. Vous allez me le copier 100 fois. Vous allez me le copier 100 fois. Attends, j'avais oublié. Oui, il y avait un sujet que je voulais parler avec vous. Vous avez exhumé, alors vous n'exhumez pas le général Franco de la Galerie de Los Caídos, mais vous exhumez le PSU des oubliettes de l'histoire. Oui, mais le PSU, c'est un parti qui a... Non, mais dans le numéro précédent, nous avons exhumé le CNIP également. Oui, le CNIP existe toujours. Existe toujours. Et quant au PSU, lui, il n'existe plus depuis une vingtaine d'années, ou si c'était plus. Oui, je crois 20 ou 30 ans. Oui, alors c'est un parti qui a quand même marqué son temps à l'époque, le Parti socialiste unifié, pour ceux qui l'ignoraient, et qui a été dirigé par Michel Rocard, et où sont passés un certain nombre de cadres de l'actuel même Parti socialiste. Si vous voulez, comme dans le numéro 1, nous avons parlé du CNI comme la pépinière. Comme la pépinière de la Ve République. Alors, lorsqu'on a commencé à faire cet article sur le CNI, ça ne nous paraissait pas, pour un premier numéro, super vendeur, le CNI, il faut bien dire. Le PSU, c'est pas beaucoup mieux. C'est historique. Mais finalement, le CNI a joué un rôle. Ce sont des partis, lorsque l'on creuse un peu, qui ont été très importants dans la formation. Valéry Giscard d'Estaing est passé par le CNI. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Giscard d'Estaing, René Coty, que les jeunes ne connaissent plus que par OSS 117, et non pas par l'histoire du CNI. Et donc, comme le PSU, l'article s'appelle d'ailleurs la boîte à idées de la gauche socialiste, c'était vraiment des pépinières dans lesquelles après les autres partis venaient puiser leur cas. Donc voilà, ça nous a paru un parti intéressant. Pour une revue d'histoire, ils ont tout à fait leur place dedans. Ils ont tout à fait leur place. C'est passionnant de s'intéresser à donc on va pas forcément faire des partis politiques sulfureux, on abordera peut-être certains, mais le but étant vraiment de faire découvrir, de faire connaître ce qu'ont pu être les partis politiques qui font ce qu'est notre monde politique aujourd'hui, si vous voulez. Le CNI, le Centre National des Indépendants et Paysans, était le grand parti de droite des années 50 et 60. On a un peu tendance à l'oublier, mais je crois que au début des années 60, à la fin des années 50, il avait plus de 150 députés ou quelque chose comme ça à la Chambre. C'était les députés, c'était l'époque d'Antoine Pinet. Voilà, c'est ça, il y a Antoine Pinet, il y a tous ces gens-là. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, c'est le parti du président Coty, c'est le parti, effectivement, de Jean-Marie Le Pen a été élu du CNI, Giscard a été élu du CNI. Non, il y avait pas mal. Et là, le PSU, l'inénarrable Jacques Lang est passé par le PSU, Rocard, bien évidemment, quand même une grande figure politique de la Ve République. Alors, Huguette Bouchardot, qui a été candidate à l'élection présidentielle, bon, un peu moins connue. Oui. Bon, enfin, elle était candidate en 1981, si je me souviens bien. Bon, tout ça. Ah voilà, donc vous avez... En fait, c'est toutes les années Mitterrand que vous parlez, là. Pour l'instant, là, on est dans les années... Avant Mitterrand. Ouais. Alors, donc, le prochain numéro, parlez-nous un petit peu du prochain numéro qui va sortir qui sortira au mois de mai. Au mois de mai, oui. Mais nous sommes un trimestriel, on est un peu décalé, on n'est pas sur les trimestres civils, donc on sera... Il faut avoir une personnalité. Exactement. C'est une question d'organisation aussi, à terme. Et puis, il fallait débuter au mois de novembre pour le mur de Berlin. Donc là, on sortira, c'est mai, juin, juillet. L'actualité historique oblige, nous allons parler de mai et juin 1940. 1940, oui.
Alors, j'allais dire, je vais être un peu trivial, mais mai-juin 40, vous allez en bouffer pendant 2-3 mois parce que je pense que nous ne serons pas les seuls à faire nos unes là-dessus. Ça a déjà un petit peu commencé. Donc voilà, donc le dossier va être sur mai-juin 40. On va essayer d'aborder par des axes un petit peu différents, si vous voulez, parce que aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette période ne se réduit plus qu'à une seule chose, c'est l'appel du 18 juin. Voilà. Et peu de gens ont entendu. Que personne n'a entendu, ou presque. Et que finalement, aujourd'hui, quand on parle de juin 40, on en fait non plus un événement dramatique, mais on en fait un événement glorieux. Une espèce de retournement de situation. Oui, de situation. On parlait, Philippe Conrad, dans une précédente tribune, parlait du roman national, et c'est la réflexion qu'on se faisait. Il faut se méfier aussi du roman national. Parce que le roman national, tout dépend de qui l'écrit. Et généralement, ce sont les vainqueurs. Et aujourd'hui, le roman national, c'est ça. C'est le 18 juin, a été entendu par tout le monde, et tout le monde s'est précipité à Londres. Oui, comme si c'était le début de la guerre. Voilà, ça c'est le roman. En fait, mai-juin 40, c'est quand même l'écroulement de tout un monde. L'écroulement d'un monde. C'est qui a vraiment touché les mentalités. C'est le titre. Il y a deux titres qui sont. Il y a deux titres d'ouvrages. Moi qui m'ont marqué, c'est le livre de Benoît Méchin, Les 60 jours qui ébranlèrent le monde, donc 10 mai, c'est mai-juin 40, et puis le livre de Marc Bloch sur l'étrange défaite. Évidemment, personne ne s'attendait à ça, personne ne s'attendait que l'armée, que l'armée vainqueur de 14-18 s'écroule en 2 mois. Vainqueur, surtout l'armée qui avait résisté 4 ans, voilà, qui avait fait la guerre pendant 4 ans, qui avait tenu 4 ans dans les tranchées et tout ça, s'écroule en 15 jours. S'écroule, oui, on a un peu plus que 15 jours. Et donc, si vous voulez, les axes que nous allons prendre, ça va être tout d'abord d'expliquer, je dirais, ce que j'appelle la trahison des politiques. C'est-à-dire que dans les années qui ont précédé, alors il y avait tout le mouvement pacifiste, etc. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais il y a également du côté militaire une impréparation de l'état-major, une doctrine de l'armée française qui n'est pas adaptée à ce qu'il y a en face. Mais il faut aussi... Une manipulation de l'opinion publique. Manipulation de l'opinion publique, mais aussi... Qui jusqu'au dernier moment, je connais un petit peu la période, ça, qui jusqu'au dernier moment, jusqu'à la déclaration de guerre, était persuadé qu'il n'y aurait jamais la guerre, qu'il n'y aurait jamais de déclaration, c'était pas possible. Donc, mais alors, en contrepoint, il va falloir quand même parler, on peut parler aussi de la vaillance des soldats français, parce que... Tout à fait, oui. Quoi qu'on dise... Ça, on l'a souvent négligé. Il faut savoir qu'en termes de morts, au prorata temporis, on est dans les pires jours de la guerre de 14-18. En termes de, si on rapporte autant, on a une aviation qui s'est bien comportée. Alors, mais pareil, on a rajouté des mythes dessus. On a fait de la bataille de Montcornet, dans laquelle était le général de Gaulle, la grande bataille de chars de 40. Non, il y a d'autres batailles de chars où l'armée française a vraiment, elle, stoppé pendant un temps déterminant l'avancée allemande. Donc voilà, donc il y a pas mal de petits axes à prendre, de casser quelques mythes et puis de remettre des pendules à l'heure. Eh bien, cher Guillaume, ça sera avec beaucoup d'intérêt que nous lirons ce numéro 3 de la revue d'histoire européenne. En attendant, on va lire le numéro 2, bien sûr, dont on a beaucoup parlé, et le numéro 3, donc, qui sortira au mois de mai. Vous parliez de tous ces livres qui vont sortir, qui vont raconter certainement un peu tout et n'importe quoi sur cette période, puisqu'on a, ce sera le 80e anniversaire de cette... de cette période, de la défaite de l'armée française. Oui. Je signale aussi, évidemment, le livre que vient de sortir, le cahier d'histoire du nationalisme malheureusement je l'ai pas avec moi là, mais qui vient de sortir sur Honoré d'Essiendorf et la résistance monarchiste. D'ailleurs, nous aurons un article dans ce dossier sur les premiers résistants. Ah c'est intéressant, justement, ça concordera. Les premiers résistants qui n'étaient pas forcément ceux que l'on croit, si vous voulez, puisque beaucoup venaient effectivement de l'action française, de la droite nationale, enfin de ce qu'on pouvait appeler la droite nationale. Je rappellerai que Jean-Claude Vallat a écrit 2 livres sur l'extrême droite dans la résistance, 2 livres aux éditions du Alpha, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de les rééditer, qui effectivement l'expliquent. L'explique très bien. Et chose qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Ça sera sûrement l'objet d'un dossier un jour. Eh bien, nous allons maintenant passer la parole
au professeur qui va nous raconter son histoire de France. Et vous faites bien, cher Roland, de me donner la parole, et j'ai toujours quelque chose à dire. Et notamment à propos du personnage dont nous parlons en ce moment, qui n'a pas encore acquis sa pleine amplitude en devenant Napoléon, mais qui est Bonaparte. Et qui promulgue une constitution. Et si on en croit la déclaration de 1789, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Je ne suis pas un fanatique de cette déclaration, mais enfin, si on l'en croit, il n'y a pas de constitution en l'an 8. Hein, elle est rédigée sous la dictée de Bonaparte, et c'est une pure illusion de constitution. La France, en réalité, est soumise à la dictature d'un seul homme qui dispose de pouvoirs dont les rois n'auraient même pas osé rêver. Je blague, hein, bien sûr, ils en ont rêvé, mais ils n'ont pas réussi. Oui. Les assemblées, alors, il y a 3 assemblées, pourquoi pas. Hein. Il y a un Sénat, qui est pratiquement nommé par Napoléon, et il désigne les membres du tribunat. Le tribunat, lui, il discute les lois, mais il ne les vote pas. Et le corps législatif, qui est nommé aussi par le Sénat, il vote les lois, mais il ne les discute pas. Vous voyez, on se partage le boulot. Et puis, voilà. Et comme ces assemblées ne jouent aucun rôle politique, pourquoi s'arrêter à 3 ? Il y en a une 4e, qui est le Conseil d'État, qui est une sorte de secrétariat colossal au service du premier consul, puis de l'empereur. Bon. Il ne faut pas oublier que sous le consulat comme sous l'Empire, les élections, ça se fait sur des gros registres. C'est très élégant, hein, sous l'œil du préfet. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez votre nom dessus. Donc, autant dire que c'est s'inscrire sur la liste des opposants, ce qui n'est pas bon, hein, sous un régime tel que l'Empire. Et en fait, comme on élit uniquement pour élire des notabilités dans lesquelles on pourra piocher des gens qui siégeront dans les diverses assemblées, voilà, ça peut toujours exister, mais tout ça ne sert à rien. Donc, voilà, s'inscrire sur la liste des opposants. À l'époque, il y a quand même 2500 détenus politiques, donc de quoi remplir quand même pas mal de Bastilles. Donc, et puis, on peut être proscrit exilé, il n'y a pas que l'emprisonnement. Donc, voilà, on ne vote pas ou on vote pour. Hein. Ce qui est excellent. Hein. Napoléon disait « J'ai jamais compris l'intérêt d'une opposition. Hein. » Comme on peut pas être clair. Alors, puis, bon, il y a des grandes industries qui se développent, qui avaient beaucoup prospéré sous Louis XV d'ailleurs. C'est l'ouverture du courrier, la copie des lettres privées, etc. La censure des journaux, après il n'y en a plus que 4. La censure des théâtres, etc. Bon, tout ça en France, dans les pays occupés, bien sûr. Parce qu'on oublie, la France, elle pleure toujours qu'elle est occupée, mais elle oublie qu'elle a beaucoup occupé aussi. Alors ça, c'est la censure. Puis, il ne suffit pas d'empêcher les gens d'entendre quelque chose. Il faut qu'ils entendent ce que vous voulez leur dire. Donc, il y a le bulletin de la Grande Armée, une lecture passionnante, qui est donc il est lu dans les écoles. Il est lu dans les théâtres. Hein, avant de voir la pièce à la gloire de l'empereur, vous devez d'abord avoir le bulletin de la Grande Armée. Vous voyez. Ce serait bien de faire... Là, il ne manque pas hein, aujourd'hui de faire ça dans les cinémas et tout ça. Ce dont on parle sur les réseaux sociaux montre que la tentation est très très grande. Et puis dans les églises, avant le sermon aussi. Hein. Et puis il y a le monopole universitaire qui va venir en 1806. Donc les prêtres sont... assimilés à des fonctionnaires, les profs sont des fonctionnaires, voilà, tout le monde est fonctionnaire. Et puis les lycées sont devenus des casernes, comme le reste. Et puis la douane, tout ça est militarisé. Alors, cette dictature, en fait, elle ne fait continuer celle d'avant. Hein. Par conséquent, il y avait la convention, la première assemblée, qui s'appelait constituante, etc. Bon. Puis après, il y a eu la convention avec ses comités, ça se réduit un peu. Puis on passe au directoire, il n'y en a plus que 5. Puis le consulat, il n'y en a plus que 3, dont un seul compte. Puis à la fin, il n'y a plus qu'un. Au moins, c'est plus clair. Et du coup, on comprend pourquoi tous les anciens sans-culottes, les anciens régicides, ils se sont coulés dans le nouveau système très bien, hein, du moment qu'on leur versait leur prébande, hein, du moment qu'ils étaient les profiteurs de la Révolution. Donc, il y en a eu plein, Jourdan et Murat, qui étaient d'anciens sans-culottes, bien sûr, alors ils sont devenus maréchaux de France, et Fouché, l'exterminateur de Lyon, lui, il est devenu ministre de la police. Et vous verrez que c'est tout un programme. L'essentiel, donc, c'est de ne pas toucher aux confiscations, détournements, pillages, dont les biens nationaux ne sont qu'une partie, hein, d'ailleurs. Et les profiteurs, il ne faut jamais l'oublier, c'est un détail peu connu, c'est la fortune de Napoléon. Elle était colossale. Hein. Napoléon a fini le souverain le plus riche d'Europe, hein, en seulement 15 ans.
10 ans. Alors qu'il y Il en a gérait d'autres bien qui- ses affaires. Oui, il gérait bien ses affaires. Il avait une liste civile qui était de 25 millions, c'est-à-dire à peu près le budget de 25 ministères. Donc, et il n'en dépensait que 15. Et il y avait des fonds secrets à l'époque? Ah bah oui, en plus. Oui. Et puis il épongeait avec les dettes de sa famille. dettes de sa famille. On estime que Joséphine faisait 1 million de dettes par an. Moi, Donc lui, il en moi, pour dépensait l'épouse. 15 et il en mettait de côté 10. Donc il avait 100 millions d'euros, c'est une somme colossale, colossale. Il a dépassé le roi d'Angleterre, qui était souvent le plus riche du monde, et il a été dépassé par Napoléon. Et il avait une petite maison de campagne, il pouvait disposer de 47 châteaux. Vous voyez, pas mal, hein, tous les deux Ouais, c'est le départements. C'est un certain choix. 52, un peu plus, il en avait un tous les week-ends. Ben voilà, mais je sais pas, peut-être est-ce qu'il il y a faisait la guerre. carême ou est-ce que Il y a la guerre. il attendait. Bon. Donc vous voyez, il en a bien profité, et puis toute sa famille a spéculé sur les biens nationaux, les fournitures militaires. Quand on est le frère de Napoléon, ce serait quand même trop bête de ne pas spéculer sur les fournitures. Donc ils se sont tous enrichis colossalement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que la famille, c'était une tradition, c'est qu'il avait fait ça sous l'Ancien Régime. Hein. Le père de Napoléon était un ardent quémandeur de pension. Ses fils ont fait des écoles militaires aux frais du roi, etc. Avec d'ailleurs la gratitude qu'on leur connaît. Ils nous laissaient couper la tête sans lever le petit doigt, mais par contre en ramassant en sous-main les biens nationaux. Et donc, voilà, donc Napoléon devient le syndic général. Il y avait un conseil d'administration, maintenant il y a un syndic général des profiteurs. Alors pour ça, il faut avoir volé et tué. Alors là, bon, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand même, hein, alors on a beau être révolutionnaire, on a le snobisme, où ne va-t-il pas se cacher quand même? C'est-à-dire que pour être vraiment en osmose avec la révolution, il ne suffit pas de patauger dans le sang du peuple, qui est toujours un petit peu vulgaire, un petit peu épais, si vous voulez, les Noël à la choucroute, au gruau à l'époque. Non, il faut avoir pataugé dans le sang des rois. Et ça lui manque un peu Napoléon. Mais vous inquiétez pas, il va pas tarder à réparer ce manque. Ce sera l'assassinat du duc d'Enghien. Eh bien, nous suivrons ça avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine, mon cher Pierre. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Je vous en Merci un à Guillaume plaisir. Fiquet de nous avoir parlé de la revue d'histoire européenne que l'on trouve, je vous le rappelle, dans tous les kiosques pour le prix de 7,90 €. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher, non. Non, ça devrait être plus cher. Mais enfin, c'est bien, c'est Et un puis, prix. mais pour pas les rater, Voilà. le mieux c'est de s'abonner. C'est le mieux, c'est de Voilà. s'abonner. Donc, Voilà. comme je Alors, disais vous tout avez- à l'heure, alors, vous achetez un numéro, vous vous abonnez, il y a tout Voilà. dedans, il y a le bulletin d'abonnement, il y a tout ça. Et tout c'est ça. très bien, j'ai même fait des petites modifications dans mes cours de 6e à partir de l'article sur Sur lequel, sur dites-moi. Rome, Oui. que je trouve vraiment... mais j'étais très intéressé. Mais sur Rome, je trouve que c'est vraiment, comme c'est l'histoire antique, c'est parfois un peu compliqué. Et là, justement, ça va sur des points qui sont très éclairants pour des hommes de notre époque. Alors, avant de nous Vous devriez quitter. le faire collaborer à la Oui, je crois. Mais il collabore déjà, Yassine, on l'a collabore dit tout à l'heure. Bon, Je suis alors collaborateur dans l'âme. avant de nous séparer, on va redonner quelques rendez-vous à nos auditeurs. Tout d'abord, eh bien, comme nous recevions la semaine dernière notre ami Alain Escada, on a eu l'occasion d'en parler. Vous savez que les 28 et 29 mars prochains, il y aura la fête du pays réel. Hein, alors c'est un copieur à la Scala. Il fait comme les journées de synthèse, il fait ça sur 2 jours. Hein. Et donc il fait donc au Haringis, comme aux journées de synthèse d'ailleurs, un endroit l'espace Jean Monnet. à l'espace Jean Monnet, un endroit parfait pour se retrouver, pour Et participer à la j'ajouterais fête même du pays. rue des Solets. Pas 47 rue des Soleils, voilà, pour la 4e, ça, je crois que c'est la 4e édition des fêtes du pays réel. Et Je suis invité, moi. je sais pas si vous êtes le bienvenu Parce parce que moi, j'ai tellement l'impression d'appartenir à un pays réel en ce moment. Que je me demande si j'aurais écoutez, ma on fera une place. demande, Tant que vous n'êtes pas au pays légal, c'est vrai. Voilà. Et alors donc, je crois que il faut se retrouver nombreux donc à cette occasion puisque ça sera, vous trouverez toutes les indications sur le site de Civitas, sur le site de Synthèse Nationale, sur différents sites, vous trouverez toutes les indications sur cette fête du PRL. Le 4 avril, le samedi 4 avril, il y aura le banquet annuel des amis franciliens de Synthèse Nationale avec Jean-Gilles Malirakis, que nous recevions ici il y a quelques jours pour nous parler du corporatisme et de des solutions corporatistes. Et enfin, le 16 avril, le 18 avril, pardon, le samedi 18 avril, toujours à Paris, il y aura un meeting organisé par le Parti de la France avec Jean-Marie Le Pen, Thomas Joly, Jean-François Touzé, Pierre Cassin et un certain nombre d'autres intervenants
pour parler de l'invasion de l'Europe, l'invasion que l'on imagine et que l'on sait. On n'a même pas besoin d'imaginer, d'ailleurs, on la voit tous les jours. Je ne sais pas si vous arriverez à sauver la France, Roland, vous savez. Oui, pourquoi? Parce que quand on annonce un banquet sans donner le menu, c'est que vraiment la France va mal. Ah, heureusement que vous Non, mais avez... c'est peut-être un peu long. ça sera un peu... Non, je peux vous dire qu'en revanche, que le restaurant est un très bon restaurant et que le menu sera très bon. Voilà. Ça y est, là, ils viennent doubler les entrées. Alors voilà, vous avez toutes les indications aussi pour le banquet des Amis de Synthèse Nationale du samedi 4 avril sur le site de Synthèse Nationale. Eh bien, chers amis, nous nous retrouvons pour une prochaine émission la semaine prochaine.